Bonjour, bienvenue dans Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ces épisodes de l'été. C'est l'été, c'est léger, donc on va parler de sexe. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler d'orgasme. Génial. C'est fou parce qu'à chaque fois dans les épisodes, les intitulés, ils ont l'air hyper simples, hyper clairs. On va parler d'orgasme. Alors, on va parler d'orgasme. Aujourd'hui, on va parler donc de sa définition. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est simple. En fait, mais pas c'est du ça, tout. c'est ça, ça a l'air super simple. Pas du tout. C'est tellement pas simple que la majorité des scientifiques sont même pas d'accord sur la définition complète de l'orgasme. Donc, on va parler de sa définition. Ouais. On va parler chiffres. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait quelles sont les femmes aujourd'hui qui ont des orgasmes, à quel pourcentage, comment, dans quelle situation, ok, etc. Très intéressant, on va être dans la technique des chiffres. C'est ça. Et on va parler un peu d'histoire. D'accord. La vision de l'orgasme au cours de l'histoire. Ok, voilà, passionnant. Eh ben, très bien, on commence avec la définition. C'est quoi l'orgasme, c'est quoi un orgasme, c'est quoi les orgasmes? Tu disais les scientifiques qui ne sont pas d'accord pour avoir une seule définition. Alors, ils sont pas tout à fait d'accord. Il y a plein de composantes dans l'orgasme. Et on verra dans un autre épisode la quantité d'orgasmes différents qu'il y a. Déjà, d'où ça vient le mot orgasme? Ça vient du grec. Ok. Qui signifie bouillonner d'ardeur. Donc le mot grec, c'est orgasme. C'est organe. Organe. Avec un accent circonflexe sur le A. D'accord. Bouillonner d'ardeur. Ouais, bouillonner d'ardeur. Donc l'orgasme, c'est quoi? C'est un phénomène à la fois subjectif, c'est-à-dire qui se passe dans la tête, et physique, qui se passe dans le corps. Donc il y a vraiment les deux composantes dans l'orgasme. Il y a quelque chose en termes de cérébral et quelque chose qui se passe aussi dans le corps. Donc des symptômes à la fois du corps et de la région génitale évidemment, et un allumage de quasiment toutes les zones du cerveau. Et on verra dans un autre épisode que, par exemple, les études en imagerie ont montré que quasiment tout le cerveau s'allume pendant l'orgasme, hormis certaines zones du cortex frontal. Et je rappelle que le cortex frontal, c'est tout ce qui est en lien avec la raison. Donc il y a une abolition de tout ce qui est de l'ordre du rationnel pour avoir un allumage de toutes les zones qui sont le cerveau limbique, donc les émotions. C'est où le cerveau limbique? C'est au niveau du centre du cerveau. D'accord. Au niveau de l'amygdale notamment. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça te parle. Les amygdales, c'est par là? Non, pas du tout. Alors, l'amygdale, c'est une zone au niveau cérébral qui est vraiment spécialisée dans l'intégration des émotions. Et on en parle beaucoup en ce moment de l'amygdale parce que dans tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, je ne sais pas si tu sais un peu, mais quand on est en train de vivre un événement traumatisant, le cerveau, pour protéger l'individu, va couper les connexions entre l'amygdale et le reste du cerveau, ce qui fait qu'on va se mettre dans un état de sidération. C'est ça, c'est la sidération. Ouais, et ce qui fait que on ne va pas, on va pas mettre en mémoire l'événement ressenti, ce qui est notamment à l'origine de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Donc le procédé, c'est qu'en cas de trauma, le cerveau, il isole l'amygdale. Il se protège, ouais. Et donc ce qui fait que comme il n'y a pas de communication, ça n'enregistre pas ce qui se passe. Exactement. Et donc il y a une dissociation, ce qu'on appelle la dissociation dans les séquelles du trauma, c'est-à-dire on dissocie en fait l'événement de l'émotion ressentie. Ce qui fait qu'ensuite, dans la vie quotidienne, on va avoir les émotions sans forcément les relier à l'événement traumatisant. Et donc les émotions vont ressortir en permanence dans notre vie quotidienne, bien après l'événement,
Parfois même, on a oublié l'événement, hein, ce qui arrive très fréquemment, par exemple, dans les cas de violences sexuelles dans l'enfance. Et il ne nous reste que les émotions qu'on ne comprend pas. D'accord. Bref, on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet, mais au moins on a vu le fonctionnement de l'amygdale, donc il est là pour stocker des émotions, des informations. C'est vraiment le centre de l'émotion. Le centre de l'émotion, Oui. d'accord. Donc, on revient à l'orgasme. Par exemple, on a une spécialiste américaine qui s'appelle Cindy Meston, qui est une spécialiste américaine de la sexualité féminine. C'est une chercheuse, hein, c'est une scientifique. Elle a défini l'orgasme comme un pic variable et bref d'intense plaisir qui crée un changement de l'état de conscience, habituellement suivi d'un soulagement de la tension sexuelle, avec des contractions rythmiques des muscles du périnée, des organes reproducteurs, alors on verra c'est surtout le vagin et l'utérus qui ont des contractions rythmiques, et des sphincters, et notamment du sphincter de l'anus. Donc on a à la fois donc, une modification de l'état de conscience. Ça, on verra aussi que dans l'orgasme, au niveau des recherches en imagerie fonctionnelle, l'état de l'orgasme est quasiment le même que l'état de conscience dans l'orgasme est quasiment le même que l'état de conscience dans la méditation profonde. On a une modification des ondes cérébrales et notamment des ondes bêta et θ. Enfin, bref, c'est des recherches qui ont été faites. Donc ça veut dire que quand tu as un orgasme, tu es dans le même état que quand tu es en méditation. C'est ça, Ok. quasiment. Après, on verra qu'il y a différents types d'orgasmes aussi. Hein, D'accord. du plus léger au plus intense. Ok. Donc là, c'est donc une définition qui est assez globale hein, de cette chercheuse. Il y en a d'autres qui ont vraiment donné une définition très physique, comme Master et Johnson, qui ont été les premiers à travailler sur la réponse sexuelle, qui vraiment ont donné à l'orgasme une définition physique avec les contractions du vagin toutes les 0,85 secondes pendant quelques secondes à maximum 2 minutes. Ils sont chronométrés. Bien sûr, ouais. Ils ont. Oui. Donc dans l'orgasme, on sait, c'est quasiment la même chose chez l'homme hein, d'ailleurs. Là, on parle de l'orgasme féminin, mais chez l'homme, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des contractions rythmiques du périnée. Donc chez la femme, c'est le vagin et l'utérus. Chez l'homme, c'est le périnée, toutes les 0,85 secondes pendant quelques secondes à 1 ou 2 minutes. D'accord. Et puisque tu parles de l'homme et de la femme, il est plus long chez la femme ? Enfin, quand tu dis de quelques secondes à plusieurs minutes... Il est en général plus long chez la femme. Ouais. Et puis surtout, chez la femme, il y a une possibilité d'orgasme multiple. Mais qu'on verra qu'on peut aussi retrouver chez l'homme. C'est quoi un orgasme multiple ? C'est plusieurs orgasmes d'affilée. Sans qu'il y ait une retombée de l'excitation. D'accord. Ouais. Très bien. Merci. Et par exemple, pour les psychanalystes, l'orgasme va renvoyer à ce qu'on appelle la petite mort. Hein, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler en littérature, je pense. J'ai lu plusieurs fois. On doit l'expression à l'écrivain français Georges Bataille, qui est un écrivain qui a notamment beaucoup écrit sur l'érotisme, oui. Et qui parle de petite mort dans son roman Madame Edwarda. Donc c'est une perte de conscience, certes, la petite mort, mais ce serait aussi pour lui et pour les psychanalystes une lutte contre la pulsion de mort, c'est-à-dire un peu Eros contre Thanatos. D'accord. Et donc on a montré que les vécus entre les hommes et les femmes en matière d'orgasme n'est pas très différent. Après, moi, je trouve que dans la pratique clinique, les hommes ont en général beaucoup plus de mal à décrire leur orgasme que les femmes. Quand on leur demande est-ce qu'ils ont des orgasmes, ils vont plutôt nous dire oui, j'ai des éjaculations à chaque fois. Et je leur demande, mais et les orgasmes? Là, c'est plus compliqué. Du coup, ils savent plus très bien. Parfois, même décrire alors, avoir du plaisir, oui, certainement, mais avoir des orgasmes, c'est plus compliqué pour eux de décrire. Il y a un amalgame qui est fait entre l'éjaculation et l'orgasme pour le côté masculin, c'est-à-dire dès qu'on se dit que c'est éjaculé, c'est qu'il y a eu orgasme. C'est qu'il y a eu orgasme, ce qui est faux. On sait aujourd'hui que c'est faux. Enfin, d'accord, c'est ça pas peut être juste mécanique. C'est ça, on peut avoir une éjaculation sans ressentir d'orgasme. Mmh.
comme on peut avoir des orgasmes, c'est plus rare, mais ça se travaille. On peut avoir des orgasmes sans éjaculer. Tous les orgasmes ne procurent pas non plus des sensations agréables. Il y a des orgasmes qui procurent des sensations inconfortables. C'est-à-dire ? Et il y a même des orgasmes qui ne procurent pas forcément de sensations de plaisir. Par exemple, on a des orgasmes qu'on peut avoir en pratiquant du sport. Il y a des personnes qui ont des orgasmes en pratiquant du sport. Bon. Oui, tout à fait. Et donc, elles peuvent, ces personnes, avoir des orgasmes en pratiquant du sport sans forcément prendre conscience que ce sont des orgasmes, parce que ce n'est pas forcément relié à une sensation de plaisir. Mais quand tu veux dire orgasme, elles ont des orgasmes en faisant du sport. L'orgasme, il a la qualification sexuelle. Je veux dire, il y a, comme tu dis, là, il y avait ces contractions du vagin et du périnée pendant 0,85 secondes. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, tu as ça au bout d'un moment ? C'est ça, exactement. Ah oui ? Oui, tout à fait. Et tu peux avoir ça aussi la nuit, évidemment. Oui. Donc les orgasmes nocturnes. Oui. Et pareil, les orgasmes nocturnes, c'est pas forcément lié à des rêves érotiques. Et c'est pas forcément agréable d'avoir un orgasme nocturne, par exemple. Mais on parlera aussi des orgasmes en accouchant. Ah oui ? Oui. Donc il y a plein de types d'orgasmes. Ok. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire de l'orgasme, c'est qu'il peut être défini quand même par la libération soudaine de la tension sexuelle. Ça veut dire quoi, libération soudaine de la tension sexuelle ? C'est-à-dire qu'on est dans un état d'excitation sexuelle. L'état d'excitation sexuelle va entraîner une tension physique, avec la contraction des muscles, etc. D'ailleurs, au passage, si on veut augmenter son excitation sexuelle, quand on est dans cette zone de tension, l'idée, c'est de se détendre, donc de respirer profondément pour augmenter l'excitation sexuelle. Il faut aller à l'inverse de la tension pour augmenter l'excitation. D'accord. Il y a aussi, par exemple, des orgasmes que l'on peut avoir lors de l'excitation sexuelle en masturbation quand on regarde de la pornographie, et en même temps avec parfois une sensation de dégoût d'avoir regardé de la pornographie, et donc un orgasme qui est même pas très satisfaisant. Vraiment, donc l'orgasme, c'est voilà, sa définition, c'est vraiment assez large, et en même temps, c'est pas forcément ce qu'on doit rechercher à tout prix. Bon, enfin, on en reparlera, parce qu'il y a un diktat de l'orgasme aujourd'hui. Oui, donc, c'est une espèce d'injonction. Il y a une injonction à avoir un orgasme. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans les couples, dans les relations ? Ça fait qu'on est axé sur la performance. C'est-à-dire qu'il faut absolument donner un orgasme aux femmes, il faut absolument que l'homme ait un orgasme, sinon la sexualité ne serait pas satisfaisante. Ce qui est absolument faux, parce qu'on peut prendre beaucoup de plaisir dans une relation à deux sans forcément arriver à cette fin. D'ailleurs, il y a même des hommes et des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'orgasme. Beaucoup plus les hommes, d'ailleurs. Il y a des hommes qui disent « Mais moi, ça me va très bien, je prends beaucoup de plaisir, je n'ai pas envie d'arriver à l'orgasme parce que je sais qu'après, c'est fini et j'ai envie de faire durer le plaisir, j'ai envie de garder cette énergie-là en moi et pour pouvoir aussi recommencer quand j'en ai envie. » Donc, ce n'est pas une obligation, l'orgasme. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de l'orgasme au cours du temps ? D'où ça vient ? Déjà, est-ce qu'on a toujours, d'après toi, est-ce que l'orgasme a toujours été, l'orgasme féminin, on va dire, on parle essentiellement aujourd'hui d'orgasme féminin, est-ce que l'orgasme féminin a toujours été déjà connu et est-ce qu'il a été valorisé au cours de l'histoire, d'après toi ? J'imagine que non. Pas très difficile, hein. Si c'est féminin, ça n'a pas été valorisé. Hein. Eh bien, détrompe-toi. Donne tort. Parce que ça a été dévalorisé à partir d'un certain moment. Ah oui. Mais, par exemple, tout le long de l'Antiquité, en fait, tant qu'on ne savait pas comment les bébés se faisaient, on pensait que pour féconder, pour la fécondation, l'orgasme était indispensable. Mais oui, tu me l'as dit dans un autre épisode. Oui, effectivement. Donc, il fallait que les femmes prennent du plaisir. Et il y avait des manuels
qui existait pour donner du plaisir aux femmes, pour que les femmes aient du plaisir et un orgasme à chaque fois, parce qu'on pensait vraiment que si elles n'avaient pas d'orgasme, si elles n'avaient pas de plaisir, alors elles ne féconderaient pas. Il n'y aurait pas de fécondation. Dès l'Antiquité, il y avait des manuels. Il y avait l'ancêtre du Jouissance Club. Dans l'Antiquité, justement, que ce soit, mais par exemple en Orient, avec le tantrisme, le taoïsme, le Kama Sutra, tout ça, c'est des choses qui sont très, très anciennes et qui sont vraiment une ode au plaisir, féminin, masculin. C'est vraiment quelque chose qui est très fort dans la culture orientale. Et même en Occident, donc la jouissance féminine était encouragée, voire glorifiée, vraiment. Donc, évidemment, avec les progrès de la science, on s'est bien rendu compte que l'orgasme et la procréation n'étaient pas liés. Alors là, ça a commencé évidemment à être un peu très malheureux pour les femmes. Et tout comme le clitoris, c'est devenu persona non grata. Et le coup de grâce, c'est quand même l'invention, entre guillemets, de l'hystérie, c'est-à-dire donc cette maladie des femmes mystérieuses qui avaient de nombreux symptômes et donc des symptômes physiques, mais qui n'étaient pas liés à des maladies physiques, et qui étaient reliés à des troubles psychologiques. C'était des vrais troubles psychologiques ou c'est ce qu'on appelait des troubles psychologiques, mais en fait c'est des troubles psychologiques. Moi, ça voulait, ça parlait beaucoup quand même de l'insatisfaction des femmes, en fait. Ouais. Oui, aujourd'hui, les symptômes hystériques, par exemple, n'existent quasiment pas. Mais enfin bon, on va pas reparler de ça parce que c'est très compliqué, mais parce que ça a beaucoup à voir. Donc, celui qui a beaucoup parlé d'hystérie, c'est évidemment Freud, avec la psychanalyse. Et au départ, quand il a commencé à étudier ces femmes-là, il s'est rendu compte que elles décrivaient des abus sexuels dans l'enfance. Sauf que sous la pression de la société viennoise, de la société bourgeoise viennoise, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces patientes étaient des bourgeoises de Vienne, il a fait marche arrière et il a dit « Non, ce ne sont pas des abus réels, en fait, ce sont des fantasmes ». Donc ça fait beaucoup de mal aujourd'hui, parce qu'il y a encore des psychanalystes qui vont persuader des femmes qui ont eu des abus réels que ce ne sont que des fantasmes. Donc ça je trouve que ça fait beaucoup de mal, et moi je le vois en consultation. Ah oui ? Bien sûr. C'est une négation totale de ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Parce que donc les abus sexuels dans l'enfance, surtout quand on a oublié, donc quand on souffre d'amnésie traumatique, évidemment que ça va donner tout un tas de symptômes, qui donc aujourd'hui ne sont plus qualifiés d'hystériques, mais qui vont être, si on ne s'intéresse pas vraiment au passé de la femme, vont donner d'autres diagnostics. Par exemple, on va penser que c'est un trouble bipolaire, un trouble borderline, des troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai qu'il y a tout ça dedans. Mais ça, c'est les conséquences. Exactement. Donc, on parlait de la valorisation de l'orgasme. Si je ne... Voilà, donc Freud donc, a été un des premiers à quand même parler de la sexualité. Ça, c'est quand même son grand apport. Il a parlé de la sexualité et il a dit que la sexualité infantile, par exemple, c'était normal. Ça faisait partie du développement psychosexuel normal de l'enfant. Mais il a aussi dit que les femmes, évidemment, que le clitoris des femmes pouvait être considéré comme un petit pénis, et que si on avait des orgasmes que par stimulation du clitoris, alors on n'était pas une vraie femme. On était une femme immature ou une femme qui voulait finalement être un homme, et que le vrai orgasme, entre guillemets, évidemment, c'était l'orgasme vaginal. Ce qui a conduit quand même une de ses disciples les plus connues, qui est Marie Bonaparte, donc qui est la nièce une petite nièce de l'empereur Napoléon, qui est une des fondatrices de la Société psychanalytique de Paris, quand même, donc une grande dame, qui est donc à elle beaucoup étudiée, qui donc elle était frigide, entre guillemets, parce que la frigidité à l'époque c'était l'absence d'orgasme vaginal, et elle n'a eu de cesse que d'essayer d'avoir des orgasmes vaginaux, et pour ça
Elle a étudié la position du clitoris par rapport à la position du vagin, de l'entrée du vagin, et elle-même s'est fait opérer 3 fois pour essayer de rapprocher son clitoris de son vagin pour pouvoir avoir des orgasmes vaginaux. Bon. Elle a réussi à en avoir au final ? Eh bien, a priori, non. Ouais. A priori, non. La quête, donc tout ça pour dire qu'on est en fait encore empreint de cette théorie-là. Et que autant les hommes que les femmes, on est... et je pense surtout en France, parce qu'on verra dans les chiffres quand même que c'est plus compliqué pour les femmes françaises d'avoir des orgasmes par rapport à d'autres femmes européennes. Donc on est encore empreint de cette culture-là qui voudrait que pour être une vraie femme, il faudrait un orgasme vaginal. Or, on sait aujourd'hui que pour avoir des orgasmes, il faut associer quasiment systématiquement la stimulation externe du clitoris. Donc voilà, donc la vraie révolution en matière d'histoire de la sexualité, c'est l'apparition en 1953 du livre « Le comportement sexuel des femmes » par Kinsey aux États-Unis, où il a étudié le comportement des femmes, enfin le comportement sexuel, un peu comme un entomologiste. Donc, il a étudié vraiment ce que font les femmes en termes de comportement sexuel, sans aucun jugement. Donc ça, c'est un livre à lire. C'est hyper intéressant de voir en pratique ce que c'est. Après, depuis, il y a eu d'autres rapports. Il y a eu évidemment les travaux de Master and Johnson, qui ont étudié quelque chose comme 8 ou 10 000 orgasmes, 356 personnes, quelque chose comme ça, dans leur laboratoire, avec des appareils qu'ils ont parfois même inventés eux-mêmes. Notamment un gode avec une caméra au bout pour voir ce qui se passait exactement dans le vagin. Donc, avec des appareils de mesure de pression dans les années 60-70. Ah oui, à une époque où le matériel audiovisuel n'était pas si développé. D'ailleurs, ça a été très très dur pour eux parce qu'ils se sont fait virer. Il y a une très belle série qui s'appelle Master of Sex, qui relate toutes leurs aventures, qui est vraiment très très bien faite. Et donc ils ont mis une caméra au fond du vagin et ils ont analysé ça et ils en ont sorti un livre. Plusieurs livres, oui. Pendant que les femmes avaient un orgasme. Exactement, par masturbation ou ou pénétration, puisque c'était. Ils ont aussi mesuré pendant le coït. Ouais. Alors, peut-être pas avec la caméra, etc., mais voilà, ils ont mesuré aussi tout ce qui se passait pendant le coït, etc. C'est comme ça qu'ils ont pu savoir que c'était 0,85 c'est ça, exactement. Secondes entre chaque contraction. C'est ça le mot, c'est contraction ? Oui, tout à fait. Ensuite, Cher Haidt, en 1976, qui va publier son fameux nouveau rapport Haidt, avec une enquête. Donc ça aussi, c'est à lire parce que c'est hyper instructif. Et là, elle va montrer que 95% des femmes obtiennent un orgasme lors de la masturbation. Et évidemment, beaucoup, beaucoup moins lors des rapports. Alors, on va attaquer sur les chiffres. Ouais. Alors là, il y en a pas mal. Donc, par exemple, d'après toi, combien de femmes ont eu un orgasme au cours de leur vie ? Au cours de leur vie ? Ouais. Alors, que ce soit en masturbation ou dans les rapports. Les deux en même temps. Les deux en même temps ? Ouais. 100%. 93. 93. Donc, il y a 7% de femmes qui n'ont jamais eu... Alors, ça, c'est les chiffres de l'étude IFOP. Ouais. Pour CAM4 en 2014. D'accord. En moyenne, en France, c'est 8% des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme. D'accord ? Ok. Mais en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est combien ? En Allemagne et aux Pays-Bas, c'est quoi ? C'est moins ? C'est des pays qui sont plus, c'est moins, plus ouverts ? C'est moins ? On va être à 80... Donc on est à 3% seulement de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme. Ah ouais, comment ça s'explique cette différence ? C'est culturel ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça s'explique. Moi, je pense qu'en France, on est trop empreint de la culture psychanalytique. Beaucoup plus encore que dans d'autres pays du monde. Et ça, on le sait. C'est pas moi qui l'invente. Et quand on est trop empreint aussi de l'idée que pour avoir un vrai orgasme, ce serait la pénétration exclusive.
Et donc, ce qui a été montré, mais ce qui est montré aussi dans la sexualité lesbienne, c'est que les femmes qui rajoutent la stimulation clitoridienne lors des rapports ont beaucoup plus facilement des orgasmes que celles qui ne le font pas. Or, en France, la majorité des personnes ne le font pas. La majorité des femmes ne le font pas. Encore aujourd'hui, parce qu'elles considèrent que normalement, ça devrait être uniquement avec le vagin, quoi. Oui, en fait, on nous a imprégné d'un schéma selon lequel ça doit se passer. C'est ça. Qui est en gros la pénétration, et tu dois avoir du plaisir par la pénétration. Et si tu fais autre chose, c'est-à-dire te caresser en même temps, c'est ça. C'est considéré comme moins bien, en fait. C'est ça, c'est considéré comme moins bien, ouais. Alors que c'est juste un jugement, parce qu'au final, il n'y a pas de moins bien. On ne peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. L'essentiel, c'est d'arriver à destination, peu importe la manière dont tu fais le voyage. Exactement, non enfin, tout à fait. C'est mon point de vue. Et puis, de toute façon, ça augmente de toute façon l'excitation de se caresser le clitoris en même temps. Oui. Donc, ça ne peut que favoriser l'orgasme. Oui. Mais il y a vraiment des barrières psychologiques, des barrières mentales. Ouais. Il y a un côté d'ego aussi par rapport à l'homme, par rapport au... Ben oui, tout à fait, ouais. Il y a parce que l'homme... On se dit, je vais le vexer. C'est ça. Et puis, il y a quand même dans la culture, c'est l'homme qui est censé donner l'orgasme à la femme. Alors que c'est un truc qui se prend à deux. C'est un truc qui se prend à deux. Mais moi, j'irais même plus loin. C'est en réalité un truc qui se prend tout seul. Donc, toute seule, tu veux dire, c'est au féminin. Exactement. En gros, ce que tu dis, c'est qu'on est dans une société qui dit que c'est à l'homme de donner un orgasme à la femme, et toi, tu dis c'est à la femme d'aller chercher son orgasme. Et je dirais même aussi, c'est à l'homme d'aller chercher le sien. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que on sait très bien que plus on se concentre sur soi et sur ses ressentis, plus on va augmenter ses ressentis. Oui. Donc, il faut penser un peu à soi. Pas un peu, beaucoup. Notre erreur en matière de sexualité, c'est de vouloir faire plaisir à l'autre d'abord. Alors que on doit d'abord penser à soi pour pouvoir augmenter ses ressentis. C'est-à-dire que même quand on caresse l'autre, quand tu caresses quelqu'un avec tes doigts, l'idée, ce n'est pas de te concentrer sur ce que l'autre ressent, parce que de toute façon, tu ne le ressens pas. Donc l'idée, c'est de te concentrer sur ce que toi, tu ressens au bout de tes doigts, parce que c'est à toi que ça doit faire plaisir de caresser l'autre. Ouais, je comprends, mais en même temps, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on entend par rapport à... Moi, je pense automatiquement à l'égoïsme, c'est-à-dire que moi, je me retrouve dans le fait de faire passer l'autre avant moi, et c'est ce qui me procure du plaisir aussi. Ben, alors, tu imagines bien que si les deux partenaires sont concentrés sur eux, le plaisir va être beaucoup plus grand que s'il y en a un des deux qui est concentré sur le plaisir de l'autre. Mais si je suis concentré sur mon plaisir, et mon plaisir, il vient, tac, en 2 secondes, tu vois ? Alors, il y a un décalage après. Alors, si ton plaisir vient en 2 secondes, si tu te concentres sur ton plaisir, toi, tu dois apprendre à faire varier ton intensité. Donc, ça passe par un apprentissage de soi encore. Donc, bien sûr, en fait, c'est ça, c'est de la connaissance de soi. Et de son corps. Pouvoir, ouais. Parce que je pense typiquement... Mais clairement, en plus, quand tu dis ça vient en 2 secondes, ça vient en 2 secondes par stimulation de la zone génitale. Oui. Eh oui. Donc peut-être apprenons à faire de notre corps entier une zone érogène et pas à se concentrer sur la zone génitale. Parce que l'idée, si on veut augmenter son plaisir et augmenter son orgasme et aboutir à ce qu'on appelle la transe orgasmique, c'est-à-dire cet état vraiment modifié de conscience qui entraîne vraiment une détente profonde. C'est tout le corps qui doit être une zone érogène. C'est ce qu'on apprend par exemple dans le tantrisme. Je pense vraiment qu'on a beaucoup à apprendre du tantrisme. Ouais. Alors, pas comme pratique sexuelle. Ouais. Donc de se décentrer des zones génitales comme zone de plaisir et d'excitation. De ne plus faire de la zone génitale la zone centrale. D'accord. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, toutes les difficultés sexuelles viennent de là. Quand on a des hommes et des femmes qui viennent consulter pour des difficultés sexuelles, c'est quasiment tout le temps parce qu'ils sont trop centrés sur la zone génitale. Ouais. Et qu'ils ont oublié la sensorialité corporelle, totale du corps. Donc on va reprendre les chiffres.
Allez, continuons. Donc on était Alors, à 3% aux Pays-Bas et en Allemagne. Voilà, 3% aux Pays-Bas, en Allemagne, 5% en Italie. Donc D'accord. ça vaut aussi moins qu'en France. Alors, celles qui sont le plus touchées, donc celles qui n'ont pas d'orgasme, statistiquement, hein, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Hein. Donc, statistiquement, lors de cette étude-là, donc je rappelle, c'est l'étude IFOP pour CAM4 en 2014. Donc, celles qui sont le plus touchées, ce sont les femmes de moins de 25 ans. D'accord, donc elles sont 16% à ne jamais avoir eu d'orgasme. Les femmes maigres, 14% à ne pas avoir d'orgasme versus celles qui ont un UMC élevé, 3% seulement. Étonnant. Ouais. Les femmes qui n'ont jamais été en couple, 35%. Attends. Les femmes qui n'ont jamais été en couple n'ont jamais eu d'orgasme. Non, les femmes qui n'ont jamais été en couple ont beaucoup moins d'orgasmes que celles qui ont déjà été en couple. C'est-à-dire qu'il y en a, parmi celles qui n'ont jamais été en couple, il y en a 35% qui n'ont jamais eu d'orgasme. D'accord. Bon, Oui, bien sûr. Non, mais d'orgasme, y compris par masturbation. Oui. Hein, donc ça veut dire quand même que la sexualité, la masturbation n'est pas tellement libérée chez la femme non plus. Quoi. Oui, mais c'est pour ça que moi, quand c'est 2014 l'étude. Hein, donc moi, quand tu as c'est quand commencé même les chiffres, j'ai dit 100% parce que je me dis que les femmes n'aient pas d'orgasme dans un rapport sexuel, je l'entends, je le comprends, mais du coup, qu'elles en aient pas par masturbation, ça me surprend parce que... Mais la plupart, il y a beaucoup de femmes qui se masturbent pas. C'est ça, en fait, Ouais, il y a beaucoup de femmes qui se masturbent pas. Exactement. Ah oui? Ouais. Ah, alors, l'étude date de 2014, je le rappelle. Hein, donc, oui, c'est long. Tu crois que ça veut dire qu'en 10 ans, les femmes se sont mises à se masturber? Ah oui, ça c'est sûr. Parce on sait qu'en 10 ans, les femmes se masturbent beaucoup plus. Elles regardent aussi beaucoup plus de pornographie, par exemple. Donc ça, des dernières études le montrent. Et enfin, les catholiques ont beaucoup moins d'orgasmes que les femmes sans religion, qui se disent sans religion. Ah, bon, ça, c'est tout le poids de la l'athéisme. culture. C'est ça. Tout le poids de la culture. Non, je médite pas pour l'athéisme. Je médite pour se sortir du jugement. Oui. Parce que le problème du catholicisme, c'est pas tellement le catholicisme ou de croire en Dieu. Hein. C'est le problème du jugement négatif que l'on peut avoir sur la femme. Bien. Et sur le plaisir en général, d'ailleurs. Est-ce que c'est pas... Là, tu dis le jugement sur la femme dans le catholicisme, mais c'est un peu le cas de toutes les religions, d'avoir des jugements sur la femme, et en tout cas d'objectifier les femmes et de leur... Non, je crois... Enfin, c'est pas le cas de la religion ou de toutes les religions. C'est le cas de certaines parties des religions. D'accord. Parce que même dans l'islam, hein, il y a plein de musulmans qui disent que la sexualité, au contraire, c'est une partie importante, que la femme est valorisée, que que le plaisir de la femme est encouragé. Enfin, je veux dire, c'est... Mais moi, chez les catholiques, le catholicisme n'encourage pas le plaisir de la femme? Ah ben, il y a le côté, évidemment que non. Hein, oui, il y a le côté, le sexe, c'est que pour la procréation. C'est dans cette religion-là qui dit ça. Oui, ouais. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, tous les catholiques pensent ça non plus. Oui. Hein. Je ne pense pas du tout. Il y en a. C'est les conservateurs, etc. Ouais. Mais pas tous. D'accord. Donc les catholiques ont moins d'orgasmes que les autres. Exactement. Donc si tu es une femme qui n'a jamais été en couple, maigre et catholique... Ouais. Tu coches beaucoup de... On sait pourquoi les femmes maigres ont moins d'orgasmes que les femmes en chair, si je peux me permettre l'expression. C'est quoi? Elles se masturbent moins? On ne sait pas. Je pense qu'elles se masturbent moins. Je pense qu'il y a un autre rapport au plaisir. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont beaucoup plus dans le contrôle en général. Là, on fait une généralité. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Hein, mais... Et puis surtout, on cherche, on n'a pas de réponse. Hein. Donc, probablement quand même qu'il y a quelque chose autour du contrôle. Ouais. On sait que quand on est... il y a des femmes qui sont naturellement maigres, hein, évidemment, mais il y en a d'autres qui sont maigres parce qu'elles sont dans le contrôle, notamment alimentaire, ou avec le sport à outrance, ou voilà. D'accord. Donc là, je pense qu'effectivement, ça ne favorise pas la détente et la recherche de plaisir. D'accord. Il faut être détendu pour avoir un orgasme. Il faut être détendu, mais surtout, il faut avoir envie de se faire plaisir. Il y a le rapport au plaisir, c'est pas si évident. Hein. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se culpabilisent dès qu'elles se font plaisir. Enfin, beaucoup de femmes qui se culpabilisent dès qu'elles se font plaisir. Autre étude. Il y a une étude donc, qui a été faite par un sexologue belge qui s'appelle De Sutter, qui a observé un échantillon de 251 femmes de 18 à 67 ans.
Et il a noté, donc ça c'est important pour vous mesdames, que les femmes qui accèdent le plus facilement à l'orgasme lors de la masturbation, ce sont les femmes qui utilisent la double stimulation vaginale avec les doigts ou un objet et clitoridienne, et celles qui se stimulent davantage les mamelons. Ah Donc on sait que effectivement la stimulation des mamelons augmente les chances d'avoir des orgasmes. D'accord. Donc il faut plein de mains pour faire ça, quoi. Pour stimuler à la fois le clitoris et les mamelons, il faut être plusieurs. Il faut être 2, au moins. Et en plus à 2, ça marche mieux. Ouais. Parce que quand on s'auto-stimule, le corps, le cerveau, il éteint une partie de ces stimulations. D'accord. Comme quand on se chatouille soi-même, ça marche pas. Mais oui, puisqu'il sait. Et donc il éteint une partie des stimulations. Et on sait par exemple qu'en masturbation, les zones érogènes sont moins élevées. Enfin, la quantité de zones érogènes en masturbation est moins élevée que la quantité de zones érogènes lors des rapports. Ok. Donc toujours l'orgasme dans le couple, cette fois-ci, donc en couple. Donc toujours l'étude portant sur 8000 femmes qui vivent en Europe et en Amérique du Nord, qui a été publiée lors de la Journée mondiale de l'orgasme en 2015. Donc 49% des Françaises ont des difficultés à atteindre régulièrement l'orgasme en couple, contre 28% des Hollandaises. Donc quasiment la moitié des femmes françaises. Seulement 37% des femmes ont joui au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois. Combien ? 37. Donc ça veut dire quasiment 65% des femmes qui n'ont pas d'orgasme. Qui n'ont pas eu d'orgasme la semaine dernière. 33% des femmes n'ont pas eu d'orgasme lors de leur dernier rapport sexuel, contre 13% des Hollandaises. Ah oui, merci Freud. Seulement 26% des femmes, 26% des femmes déclarent jouir facilement lors de la pénétration vaginale. Ah oui, c'est vraiment peu. C'est un quart, quoi. Et seulement 29 grâce au cunnilingus. Ah bon ? Le cunnilingus, ça marche pas tant que ça ? Oui, non. Ça marche pas tant que ça parce qu'en fait, c'est très compliqué de refaire. Déjà, c'est une position qui gêne beaucoup de femmes. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à se sentir à l'aise avec ça. Et puis, souvent, les femmes, elles n'osent pas dire à l'homme comment s'y prendre, quel rythme donner. Et elles n'osent pas dire plus vite, plus lentement. Vous voyez, tu vois, elles n'osent pas, quoi. Mais est-ce que même elles savent quel rythme adopter ? En général, les femmes qui se masturbent, elles le savent. D'accord. Mais c'est compliqué de reproduire le mouvement avec la langue de celui qu'une femme peut faire avec ses doigts. Parce qu'en général, c'est des mouvements très, très rapides, puisque c'est des mouvements qui sont censés mimer une vibration. D'accord. Et enfin, plus la fréquence des rapports sexuels est importante, plus la chance d'avoir un orgasme est importante. Et la satisfaction des femmes est très liée à la fréquence des orgasmes. C'est-à-dire 91% des femmes qui ont eu au moins un orgasme par semaine sont satisfaites de leur vie sexuelle, contre 36% pour celles qui ont eu un orgasme par trimestre, tous les 3 mois. Ok. Bon, ça c'est, on s'y attend. Il faut pratiquer pour en avoir et pour. Il faut pratiquer pour en avoir, et plus on en a, plus on est satisfait de sa vie sexuelle. Alors, pour les femmes qui ont du mal à avoir des orgasmes, donc en 2019, 78% des femmes admettent avoir déjà eu des difficultés à jouir au cours de leur vie. Donc, ça fait 80% des femmes qui ont des difficultés à jouir à chaque fois. Mais 52% de manière régulière. Et celles qui ont le plus de difficultés à accéder à la jouissance sont, donc, d'après cette étude IFOP pour Online Séduction, donc de 2019, ce sont surtout les femmes de moins de 25 ans, les cadres et professions intellectuelles supérieures, et les femmes en couple depuis moins de 3 ans. Donc, il semblerait que le couple
le fait d'être en couple longue durée favorise l'accession à l'orgasme. Alors ça, on peut imaginer quand même que c'est parce que plus on se connaît, plus on est détendu, plus on ose dire. Ouais, mais en même temps, plus on est en couple et moins on a de rapports sexuels, non? Alors surtout après 3 ans, oui. Donc ça Après veut dire 2-3 ans. qu'après 2-3 ans, il y a moins de rapports sexuels, mais peut-être quoi? Plus de masturbation? Plus d'intimité surtout. Plus d'intimité? Mais même, c'est pas parce qu'on a moins de rapports sexuels qu'on a moins d'orgasmes. Oui, c'est ça. D'accord. On peut avoir des orgasmes à chaque fois et avoir un rapport par mois, par exemple. D'accord. Oui, mais dans ce cas-là, on ne rentre pas dans la case de celles qui sont épanouies avec un rapport par semaine, un orgasme par semaine. Oui. Ou alors? Parce que ça, c'est une autre étude en plus. D'accord. Donc, Ok. Oui, il faut après, les tout études, croiser. voilà, oui, ouais. je sais bien. Non, ça donne une indication. En tout cas. D'accord. Ça peut donner de certaines indications. Et pourquoi les cadres et professions intellectuelles supérieures? On pourrait imaginer plein d'explications à ça. Les cadres intellectuels et professions supérieures, ils ont moins d'orgasmes? Elles ont plus de difficultés à accéder à la jouissance. Bah, c'est parce Ouais. que quand tu as un cerveau que tu l'utilises, bah, tu n'es pas détendu. Oui, Non. ou alors parce que ça t'intéresse moins. Tu es plus orienté vers ta profession. Ouais. Ou alors tu es plus stressé par ta profession Ouais, parce que tu as peut-être, des ouais. responsabilités. Il y a plein de choses qui se mettent, qui rentrent en ligne de compte. Quoi. Donc là, c'est une autre étude encore. Hein. Là, sur la sexualité féminine, il y a plein d'études. Hein. IFOP, pour elle, en 2019, 28% des femmes estiment qu'un rapport sexuel sans orgasme est un rapport raté. Donc, moi, je dirais seulement 28%. Bah oui, c'est pas tant que ça. Exactement. C'est à peine Donc, plus ça veut d'un quart. dire 70% des femmes pensent qu'un rapport sexuel, même sans orgasme, est un rapport satisfaisant. Et c'est bien. c'est ça. Et ça, c'est plutôt ce que je retrouve en pratique clinique. Ouais. Alors là, on va parler des femmes qui ont le plus d'orgasmes. Ça, c'est l'étude de Breneau qui a été faite sur les couples hétérosexuels. Hein, déjà, ça c'est important de le lire. Elle date de 2011. Alors, dans cette étude, seulement 16% des femmes atteignent systématiquement l'orgasme lors des relations sexuelles avec des hommes, contre 90% des hommes. Ouais. Donc là, c'est une étude qui a porté uniquement sur des femmes hétérosexuelles en couple. D'accord ? Okay. Donc ça, c'est une population 16%. bien précise. Et dans cette population-là, seulement 16% des femmes atteignent systématiquement l'orgasme, contre 90% des hommes. Bon, déjà, il y a une différence énorme. 55% l'atteignent souvent, 21% rarement et 5% jamais. Wow. Alors, 68% des orgasmes par stimulation clitoridienne et vaginale simultanée. 68 ? 68% ont des orgasmes par stimulation vaginale et clitoridienne simultanée. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir des orgasmes, clairement, il faut associer les deux. Il faut faire les deux. 3% seulement par stimulation vaginale simple et 25% par stimulation clitoridienne seule. Ouais, donc les deux c'est là où il y a le plus fort taux de réussite. C'est ça. Et dans cette étude, encore plus fort, 15% ont réussi à avoir un orgasme uniquement par stimulation des tétons, des seins. 5% par stimulation d'une autre zone du corps, la nuque, l'oreille, le cou. Et 19% sans aucune stimulation corporelle. Ah, et donc vraiment que cérébral. Excitation mentale, uniquement. Ok. Là, on a encore un peu de temps ou... Oh bah tu sais, on est en podcast, on fait ce qu'on veut. On est long, hein, ça a été un long épisode. Je sais pas si je le couperai ou je sais pas, mais en tout cas c'était. Je peux pas te couper tellement c'est intéressant. On pourrait terminer déjà cet épisode sur quels sont les facteurs qui favorisent l'orgasme et ceux au contraire qui l'inhibent. Ouais. Alors, on va parler d'abord des facteurs qui favorisent l'orgasme, clairement, qui ont été montrés donc, au niveau statistique, comme on a vu, ou par les études. Alors, l'âge. Voilà. Plus on avance en âge, mieux on se connaît, plus on va avoir d'orgasme.
Ok. Par exemple, les femmes de plus de 40 ans ont plus d'orgasmes que celles de 30 ans. Voilà. Plus une femme se sent aimée et désirée par son partenaire, plus l'intimité est grande, plus la communication est de qualité, plus il y a d'amour et de tendresse, plus la femme lâchera prise facilement et plus grande sera la jouissance. Donc on ne peut qu'encourager les couples à mettre beaucoup de tendresse dans leur vie. Donc là, il y a aussi donc évidemment la capacité à lâcher prise. Alors moi, j'aime pas du tout le mot lâcher prise. Je trouve que ça veut rien dire. Lâcher prise. Non, on ne demande pas de lâcher prise. On demande au contraire de se concentrer très fort sur ce qu'on ressent. Ouais. Et plus on va se concentrer sur son ressent, plus le cerveau va être occupé à se concentrer sur ce qu'on ressent, plus moins il pourra partir ailleurs dans les ruminations, dans les pensées parasites, dans tout ça. Donc c'est au contraire se concentrer sur ce que l'on ressent. On a noté aussi que plus le sentiment amoureux est fort, plus l'attachement est important, plus les orgasmes seront forts. D'accord. Donc plus on est amoureux, plus l'orgasme est puissant, c'est ça? C'est ça. Et plus on sécrète d'ocytocine aussi. Oui. Plus une femme est active dans sa sexualité, plus elle prend d'initiative, plus elle a conscience de son corps et de son excitation sexuelle, plus ses capacités à accéder à l'orgasme sont élevées. Intéressant. Donc ça, tu parles d'initiative. Donc c'est vraiment être parfois à l'origine, d'être vraiment proactif là-dedans, c'est ça? En même temps, ce qui est normal, puisque si on est inhibé, on va être plus passif et on va moins aller chercher les relations. Et forcément, on aura moins de désir et moins d'excitation. Les bonnes expériences passées, évidemment, plus on accumule les bonnes expériences sexuelles, plus on aura de facilité à avoir des orgasmes. Pourquoi? Évidemment. Par répétition? Par quoi? C'est quoi le rapport entre les... C'est-à-dire comme c'était une bonne expérience, le cerveau, il est OK pour dire OK, on y retourne? Exactement. D'accord. Quand tu goûtes un aliment qui te fait plaisir, tu as tendance à vouloir y retourner. Tout à fait. Quand tu manges des endives cuites, par exemple, je déteste les endives cuites. Ah oui. T'as pas tendance à y retourner. D'accord. Donc tu vois, la mauvaise expérience fait que D'accord. t'as pas envie d'y retourner. Et la bonne expérience fait que tu as envie de te faire plaisir. Très bien. C'est pour ça d'ailleurs que moins on a de plaisir sexuel, moins on a envie. C'est normal. Ok. Qu'est-ce qui favorise la jouissance aussi? C'est la stimulation des mamelons et le recours à l'imaginaire érotique. Alors les femmes ont beaucoup de mal avec l'imaginaire érotique en général. L'alcool à dose modérée. Ah ouais? Et oui, ça lève les inhibitions et ça favorise l'accès à la jouissance. Ah, c'est étonnant ça. Dose très modérée. Dose modérée. Et oui. Genre un petit verre de vin. Un petit verre, deux max. Au-delà, au contraire, ça inhibe. D'accord. Faut trouver le bon dosage. Exactement. Et il semblerait que ce soit aussi une question de génétique. En tout cas, il y a eu des études sur la capacité à avoir des orgasmes chez des vrais et des faux jumeaux. Et il semblerait qu'il y ait une petite composante génétique. D'accord. Bon, ça c'est à voir, c'est à vérifier. Ok. Voilà. Merci beaucoup. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver Céline dans ses livres, La sexualité masculine dans tous ses ébats, La sexualité féminine dans tous ses ébats. Les liens sont dans la description. Et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Voilà. Ciao. Au revoir.